Chaque nuit, pendant que vous dormez, le seul mammifère au monde capable de voler se réveille juste au-dessus de votre tête. Et ce qu'il fait dans vos combles est bien plus étonnant que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un animal qui vit si près de nous qu'on ne le voit presque jamais. Un animal qui vole dans le noir, qui voit avec ses oreilles et qui peut avaler des centaines de moustiques en une seule nuit. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne le connaît pas, en a peur, ou n'a même pas idée qu'il dort juste au-dessus de sa chambre. Il s'agit des chauves-souris. Et croyez-moi, après cet épisode, vous ne regarderez plus jamais votre maison de la même façon. Un voisin dont vous ignorez l'existence. Imaginez un petit village quelque part entre le Périgord et le Limousin. Appelons le Sainte-Colombe, le nom exact importe peu, tant ce genre de village se compte par milliers en France. Il y a là une vieille ferme comme on en voit sur les cartes postales, murs épais, charpente en bois, tuiles couvertes de lichen. La famille Lefort le père, la mère, 2 enfants y habitent depuis 2008. Ils avaient acheté la maison comme résidence secondaire, l'ont peu à peu rénovée, puis s'y sont installés définitivement. Depuis des années, Madame Lefort remarquait de petits détails qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer. Un bruissement dans les combles, de temps en temps, de petites taches sombres qui apparaissaient sous la corniche. Et quand ils ouvraient la fenêtre du grenier en été, une odeur un peu douceâtre, un peu étrange. Mais comme la maison était vieille, ils se disaient que c'était normal. Les vieilles maisons font des bruits. Les vieilles maisons ont leurs odeurs. Rien d'alarmant. Jusqu'à un soir de juillet, où leur fils Léo décide de camper dans le grenier. Matelas, sac de couchage, lampe torche, le voilà qui grimpe l'escalier. Quand il éclaire le coin près de la cheminée, il se fige. Suspendu à une poutre, la tête en bas, les ailes repliées contre le corps, de minuscules pattes agrippées au bois, des dizaines de petits corps sombres, des chauves-souris, toute une colonie estimée entre 50 et 60 individus. Léo fait ce que la plupart des enfants feraient. Il pousse un cri, dévale l'escalier et appelle ses parents. Son père prend la lampe et monte voir par lui-même. Et effectivement, sous le toit de sa maison vivait une colonie de grands murins, l'une des plus grandes espèces de chauves-souris présentes en France. L'envergure d'un adulte peut atteindre 38 cm, et ces animaux n'étaient pas de nouveaux locataires. Selon le spécialiste que la famille a fini par contacter, ils vivaient là depuis au moins 10 à 15 ans. Peut être plus, peut être même avant l'arrivée des Lefort. Cette histoire n'a rien d'exceptionnel. Les chiroptérologues français, les spécialistes des chauves-souris, estiment qu'il existe des milliers de bâtiments en France où des chauves-souris vivent en permanence ou de façon saisonnière, sans que les propriétaires en aient la moindre idée. Les chauves-souris sont en effet passées maîtresses dans l'art de la discrétion. Elles sont actives la nuit, quand nous dormons. Leurs abris se trouvent dans des endroits où nous n'allons jamais. Sous les tuiles, derrière un bardage, dans une cavité entre 2 murs. Et elles sont silencieuses. Pas complètement, mais suffisamment pour qu'une famille ne s'en aperçoive pas pendant 15 ans. Pourquoi vous raconter cette histoire dès le début ? Parce qu'elle illustre parfaitement le paradoxe qui traverse tout cet épisode. Nous pensons connaître notre maison par cœur. Nous savons où se trouve chaque prise électrique, chaque interrupteur, chaque fissure dans le mur. Et pourtant, juste au-dessus de nos têtes, peut exister toute une communauté d'êtres vivants dont nous n'avons aucune idée. Des êtres fascinants d'un point de vue biologique, indispensables à notre environnement et entourés d'autant de mythes et de superstitions qu'il faudrait un épisode entier pour tous les démonter. Mais ne vous inquiétez pas, on va prendre les choses dans l'ordre. Pourquoi un mammifère sait-il voler ? Commençons par l'essentiel. Les chauves-souris sont des mammifères. Elles ont des poils, mettent bas des petits vivants, les femelles allaitent et pourtant elles volent. Ça n'a l'air de rien dire au premier abord, parce que quand on dit animal volant, on pense immédiatement à un oiseau ou à un insecte. Mais un mammifère ? Les mammifères courent, sautent, nageant, creusent, mais ne volent pas, sauf une seule exception, les chauves-souris. Et il faut bien comprendre une chose. Le vol des chauves-souris n'est pas une demi-mesure, un simple planement comme chez les écureuils volants. Non, les chauves-souris volent activement, elles battent des ailes, manœuvrent, montent, descendent, s'arrêtent en plein vol, pivotent sur place. Leur vol est à bien des égards plus agile que celui des oiseaux,
et la façon dont elles y sont parvenues est l'une des histoires les plus remarquables de toute la biologie évolutive. Dans l'histoire de la vie sur Terre, la capacité de vol actif est apparue 4 fois, de façon indépendante. D'abord chez les insectes, il y a environ 350 millions d'années. Ensuite, chez les ptérosaures, il y a environ 230 millions d'années. Puis chez les oiseaux, il y a environ 150 millions d'années. Et enfin chez les chauves-souris, il y a environ 50 à 55 millions d'années. Chacun de ces groupes a résolu le problème du vol d'une manière totalement différente. Les insectes ont des ailes en chitine, légères et efficaces. Les oiseaux ont des ailes formées de membres antérieurs modifiés, couverts de plumes, une prouesse structurelle, mais relativement rigide. Et puis il y a les chauves-souris, dont la solution est complètement différente. L'aile de la chauve-souris est, en réalité, une main. Littéralement, quand on regarde le squelette d'une aile de chauve-souris, on y voit des os homologues à ceux de notre propre main. Humérus, radius et cubitus, os du carpe, puis les 4 doigts incroyablement allongés. Entre eux est tendue une fine membrane de peau souple appelée le patagium, qui constitue la surface portante de l'animal. Imaginez que vos doigts fassent la longueur de tout votre bras, avec une peau tendue entre eux. Voilà, à peu près, ce à quoi ressemble une aile de chauve-souris ramenée aux proportions humaines. Le premier doigt, le pouce, est resté court et libre. Il sert de crochet pour s'agripper aux surfaces. Cette solution a un avantage majeur par rapport à l'aile des oiseaux, la flexibilité. L'aile de la chauve-souris peut se plier, se tordre et changer de forme en dizaines de points différents. Chaque doigt peut bouger indépendamment, modifiant ainsi la tension et la courbure de la membrane. C'est ce qui rend le vol des chauves-souris si extraordinairement agile. Elles peuvent changer de direction en une fraction de seconde, s'arrêter en plein vol, effectuer un virage serré. Dans les tests de manœuvrabilité, les chauves-souris surpassent régulièrement des oiseaux de taille comparable. Mais il y a aussi un inconvénient, et il est de taille. Cette membrane de vol est fine et fragile. Si elle se déchire, c'est un problème sérieux. Contrairement à un oiseau, qui peut perdre une plume et attendre qu'une nouvelle repousse, la chauve-souris n'a qu'une seule membrane. Heureusement, celle-ci peut se régénérer dans une certaine mesure, les petites blessures cicatrisent. Mais un dommage important peut être fatal. Sur ce point, les chauves-souris sont donc plus vulnérables que les oiseaux. Leur appareil de vol est génial, mais fragile. Et maintenant, posons-nous la question qui fascine la biologie depuis 200 ans. Comment un mammifère qui courait au sol ou grimpait aux arbres est-il devenu un mammifère volant? À quoi ressemblait cette transition? Le registre fossile des chauves-souris est malheureusement assez pauvre. Leurs os sont petits et fragiles, ils se fossilisent mal. Les plus anciens fossiles connus, comme le célèbre Onychonycteris finei, vieux d'environ 52 millions d'années, montrent déjà des animaux qui sont sans ambiguïté des chauves-souris, doigts allongés, membranes de vol, toute la morphologie adaptée au vol. Aucune forme intermédiaire, aucune demi-chauve-souris n'a encore été retrouvée. Cela ne signifie pas que ces formes de transition n'ont jamais existé, simplement qu'elles ne se sont pas conservées. La plupart des paléontologues penchent aujourd'hui pour l'hypothèse selon laquelle les ancêtres des chauves-souris étaient de petits mammifères insectivores arboricoles, un peu comme nos musaraignes actuelles, mais adaptés à la vie dans les frondaisons. Des replis de peau se seraient progressivement développés entre les doigts et le corps, permettant un vol plané, comme chez les actuels écureuils volants. Et de ce vol plané aurait progressivement émergé le vol battu actif. Cette transition a dû être progressive, s'étalant probablement sur des millions d'années, mais le résultat est stupéfiant. D'un modeste insectivore arboricole est né un aviateur qui a conquis le ciel nocturne sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Il existe aujourd'hui plus de 1400 espèces connues de chauves-souris, ce qui en fait le deuxième ordre de mammifères le plus riche en espèces, juste après les rongeurs. Une espèce de mammifère sur 5 sur Terre est une chauve-souris. C'est un chiffre que la plupart des gens ignorent complètement. En France métropolitaine vivent environ 34 espèces de chauves-souris. 34, du minuscule murin ou de la pipistrelle commune, qui pèse à peine 5 grammes,
l'équivalent de 2 morceaux de sucre jusqu'au grand murin, dont l'envergure peut atteindre 38 centimètres. Et chacune de ces espèces a ses propres exigences, ses refuges préférés, son style de chasse. Certaines chassent au-dessus de l'eau, d'autres dans la canopée, d'autres encore en lisière de forêt ou directement dans les zones habitées. Mais ce qui les réunit toutes, c'est cette capacité fascinante à voler. Et une autre chose, la façon dont elles s'orientent en vol. L'écholocation. Comment une chauve-souris voit avec le son. Quand on dit myope comme une taupe pour les chauves-souris, c'est en réalité un double non-sens. D'abord parce que les chauves-souris ne sont pas aveugles, elles ont des yeux fonctionnels, et la plupart des espèces voient plutôt bien, certaines espèces tropicales voient même très bien. Ensuite parce que les chauves-souris disposent d'un système sensoriel qui est, à bien des égards, plus sophistiqué que la vue, l'écholocation. Le principe de l'écholocation est, dans son fondement, simple. La chauve-souris émet un signal sonore, une impulsion ultrasonore inaudible pour l'oreille humaine, puis écoute l'écho qui rebondit sur les objets environnants. À partir du temps que met cet écho à revenir, de son intensité, de son décalage de fréquence et de la différence perçue entre l'oreille gauche et l'oreille droite, la chauve-souris se construit une image tridimensionnelle détaillée de son environnement. Mais ce mot simple est trompeur, car ce que le cerveau de la chauve-souris parvient à faire avec ces informations sonores est d'une complexité vertigineuse. Imaginez que vous voliez dans le noir à 3,0, 50 km/h. Autour de vous, des arbres, des murs, des fils électriques, des branches, et quelque part devant vous vole un moustique, une créature de quelques millimètres qui, en plus, se déplace de façon imprévisible. Vous devez le repérer, le suivre, calculer sa trajectoire et l'attraper. Le tout à partir d'échos sonores qui durent une fraction de milliseconde. Les chauves-souris font ça en routine, chaque nuit, des centaines de fois par nuit. Les impulsions d'écholocation ont généralement une fréquence comprise entre 20 et 120 kHz. L'oreille humaine perçoit au maximum jusqu'à 20 kHz. La plupart des signaux nous sont donc totalement inaudibles. Leur intensité, en revanche, est considérable. Certaines espèces émettent des sons atteignant 130 à 140 décibels, l'équivalent d'un avion à réaction au décollage. Si vous pouviez entendre ces sons, vous seriez assourdi, mais comme ils se situent dans l'ultrason, vous n'entendez rien du tout. Et là, on tombe sur un problème technique fascinant. Comment une chauve-souris fait-elle pour ne pas s'assourdir elle-même ? Émettre un son aussi puissant qu'un avion au décollage tout en devant percevoir. Une fraction de seconde plus tard, l'écho chuchoté, renvoyé par un moustique à 3 mètres, comment est-ce possible ? La réponse est fascinante. Les chauves-souris possèdent, dans l'oreille moyenne, de minuscules muscles qui se contractent en parfaite synchronisation avec chaque impulsion. Une fraction de seconde avant d'émettre le signal, ces muscles se contractent et atténuent leur propre son. Une fraction de seconde après, ils se relâchent pour permettre à l'oreille de capter l'écho. Ce mécanisme fonctionne avec une précision de l'ordre de la milliseconde et se répète à chaque impulsion. Une chauve-souris peut émettre jusqu'à 200 impulsions par seconde, ce qui signifie que ses muscles effectuent 200 cycles de contraction-relâchement par seconde. Une vitesse qui n'a pas d'équivalent dans le règne animal. Mais l'écholocation ne sert pas qu'à détecter des proies. Les chauves-souris l'utilisent pour naviguer intégralement. Elles voient le terrain, reconnaissent les arbres, les bâtiments, les plans d'eau. Certains chiroptérologues ont même montré que les chauves-souris se construisent des cartes mentales de leur territoire, qu'elles retiennent d'une nuit à l'autre. Chaque espèce utilise un type de signal adapté à son style de chasse et à son environnement. Les espèces qui chassent en milieu ouvert utilisent des signaux longs et de fréquence étroite, qui portent loin. Celles qui chassent en forêt dense utilisent des signaux courts et larges bandes, offrant une image plus détaillée du proche environnement, mais moins portante. Les espèces qui chassent au-dessus de l'eau peuvent, grâce à l'écholocation, distinguer si l'ondulation de la surface est due à un poisson ou à un insecte. Un chiroptérologue expérimenté peut identifier une espèce rien qu'en écoutant, à l'aide d'un détecteur à ultrasons, la signature de son signal d'écholocation. Un peu comme reconnaître un oiseau à son chant, mais en ultrasons. D'ailleurs, souvenez-vous de ce fossile,
Onychonycteris finei, il est intéressant, entre autres, parce que la structure de son oreille interne suggère qu'il n'utilisait pas encore l'écholocation ou seulement sous une forme très primitive. Cela signifie que le vol actif s'est probablement développé chez les chauves-souris avant l'écholocation. Elles ont d'abord appris à voler et ensuite seulement à voir par le son. C'est une donnée importante, car elle contredit l'ancienne idée selon laquelle l'écholocation aurait été le moteur de l'évolution du vol. Mais assez parlé d'évolution et de physique. Voyons plutôt ce que les chauves-souris font concrètement, chaque nuit, dans votre jardin. La machine à insectes nocturnes, imaginez une chaude soirée de juillet. Vous êtes assis sur la terrasse, les moustiques bourdonnent autour de vous, des papillons de nuit tournoient près de la lampe. Puis, environ 20 minutes après le coucher du soleil, les premières ombres apparaissent dans le ciel. Rapides, saccadées, imprévisibles, comme si quelqu'un lançait des chiffons sombres qui se déplaceraient de leur propre volonté. Ce sont les chauves-souris, et elles viennent de prendre leur service. Que fait exactement une chauve-souris toute la nuit ? Elle chasse. Elle chasse des insectes avec une intensité et une efficacité que la nature n'a guère d'équivalent. Une seule pipistrelle commune, l'une de nos espèces les plus répandues, pesant à peine 5 grammes, peut avaler entre 2000 et 3000 insectes en une seule nuit. Moustiques, papillons de nuit, coléoptères, trichoptères, moucherons et des dizaines d'autres espèces. Faisons le calcul. Une colonie de 50 pipistrelles, une colonie plutôt modeste dévore, en une seule nuit, entre 100 000 et 150 000 insectes. Sur tout un été, de mai à septembre, cela représente des dizaines de millions d'insectes. Des millions de moustiques, de papillons de nuit et de coléoptères qui, sans elles, voleraient au-dessus de vos têtes, dévoreraient vos cultures et vous gâcheraient vos soirées sur la terrasse. Et maintenant, imaginez que ces chauves-souris disparaissent. Que se passerait-il ? On connaît la réponse grâce aux régions où les populations de chauves-souris se sont effondrées. En France, les effectifs de chauves-souris ont chuté de 54% entre 2006 et 2019 et de 38% sur les 10 dernières années, selon les données du programme Vigichiro du Muséum national d'histoire naturelle. Dans les régions où les chauves-souris se raréfient, on observe une hausse mesurable des populations d'insectes, davantage de dégâts sur les cultures et un recours accru aux insecticides. Aux États-Unis, une étude a évalué à 3-7 milliards de dollars par an le bénéfice économique des chauves-souris pour l'agriculture, la valeur des insectes qu'elles consomment et qui, sinon, endommagerait les récoltes. En France, les chiffres sont évidemment d'une autre échelle, mais le principe est identique. Nos chauves-souris sont des régulatrices d'insectes inestimables. Sans elles, nos jardins, nos vergers, nos vignes et nos champs feraient face à une pression bien plus forte des ravageurs. Et je ne parle même pas des moustiques dans les zones proches des rivières, des étangs et des zones humides où les populations de moustiques sont particulièrement fortes. Les chauves-souris jouent un rôle clé pour maintenir une situation supportable. Comment une chauve-souris chasse-t-elle concrètement ? Le processus se déroule en 3 phases. Première phase, la recherche. La chauve-souris vole relativement lentement et émet des impulsions à intervalles réguliers, environ 10 à 20 par seconde. Elle balaie l'espace autour d'elle à la recherche d'échos indiquant une proie potentielle. C'est un peu comme un radar qui tourne lentement son antenne. Deuxième phase, le repérage. La chauve-souris détecte l'écho d'une proie potentielle. Elle augmente immédiatement la fréquence de ses impulsions à 50 à 100 par seconde, affine la position, la vitesse et la direction de la cible, change de trajectoire et commence la poursuite. Troisième phase, dite phase terminale, le buzz. La chauve-souris est tout près de sa proie et pousse la fréquence de ses impulsions jusqu'à 200 par seconde. À ce stade, elle reçoit une mise à jour de la position de sa proie toutes les 5 millisecondes, de quoi réagir à la plus petite manœuvre d'évitement de l'insecte. Et là, elle capture, soit directement dans la gueule, soit en la ramenant d'un coup d'aile vers l'uropatagium, la membrane caudale qui fait office de filet avant de s'en saisir. Tout le processus, de la détection à la capture, dure généralement moins d'1 seconde, et la chauve-souris le répète des centaines de fois par nuit. Mais toutes les espèces françaises ne chassent pas de la même façon.
Le grand murin, celui de l'histoire de la famille Lefort, préfère les grosses proies, gros coléoptères, trichoptères, voire araignées. Certains individus se spécialisent dans la capture au sol ou dans les feuilles, une technique appelée glanning. Ils survolent une pelouse ou un buisson, captent par écholocation les sons produits par l'insecte et le ramassent directement sur la surface. La sérotine commune, une autre espèce présente sur tout le territoire, chasse volontiers au-dessus des cours d'eau, rasant la surface, pour attraper les insectes posés sur l'eau ou volant juste au-dessus. Et puis il y a la noctule commune, un très beau spécimen au pelage roux caractéristique, qui chasse en altitude parfois au-delà de 50 mètres. Elle vole au-dessus du paysage comme un petit chasseur furtif, capturant les insectes que les courants ascendants ont portés en hauteur. Cette spécialisation est importante. Elle signifie que les différentes espèces ne se font pas concurrence, mais se complètent. Chacune chasse à une hauteur différente, dans un milieu différent, une proie différente. Ensemble, elles forment un véritable réseau de protection nocturne contre les insectes, de la surface de l'eau à la cime des arbres, des jardins aux champs ouverts. Je dois avouer quelque chose de personnel ici. Quand je me suis plongé pour la première fois dans ce sujet, j'ai été surpris de constater à quel point j'en savais peu sur les chauves-souris, et pourtant, je m'intéresse à la nature depuis toujours. Mais les chauves-souris ont toujours été en retrait. Je savais qu'elles existaient, je les voyais parfois voler au-dessus d'une rivière, mais je ne m'étais jamais arrêté pour me demander ce qu'elles faisaient vraiment et pourquoi elles sont si importantes. Et plus j'apprenais, plus je réalisais l'énorme service que ces animaux discrets nous rendent et à quel point on leur en donne peu en retour. Mais avant d'en arriver à la façon dont nous nous comportons avec les chauves-souris, voyons pourquoi elles ont, elles, décidé de s'installer chez nous. Pourquoi une chauve-souris a-t-elle choisi votre maison? Voici la question qu'on me pose souvent. Pourquoi moi? Pourquoi mon grenier? Ma façade? Qu'est-ce que les chauves-souris voient dans ma maison que je ne vois pas? La réponse est étonnamment pratique. Les chauves-souris ne sont pas des créatures mystiques qui choisissent leur gîte selon des critères ésotériques. Ce sont des animaux pragmatiques, avec des besoins très concrets, et votre grenier remplit ces besoins à la perfection. Premièrement, la température. Les femelles, en particulier pendant la période de reproduction, ont besoin d'abris chauds. Au printemps, elles se rassemblent en colonies de maternité où elles mettent bas et élèvent leurs petits. Les petits naissent nus et totalement dépendants. Pas de fourrure, incapables de voler, incapables de réguler leur température corporelle. Un grenier de vieille maison, réchauffé par le soleil pendant la journée, offre une température idéale jusqu'à 35-40 degrés Celsius en été. Pour les mères et leurs petits, c'est parfait. Dans cette chaleur, les petits grandissent et se développent plus vite. Deuxièmement, la sécurité. Un grenier est un endroit relativement sûr. Les prédateurs chats, fouines, chouettes y accèdent plus difficilement que dans un arbre ou une faille rocheuse. Et si le grenier est peu accessible aux humains, ce qui est souvent le cas, c'est un abri quasi idéal. Troisièmement, les points d'entrée. Les chauves-souris n'ont pas besoin d'une grande ouverture pour entrer. La plupart des espèces se glissent par une fente de 1 à 2 cm un espace, sous une tuile, une fissure entre une poutre et un mur, une ouverture au faîtage, une fente derrière un cadre de fenêtre, les vieilles maisons qui ne sont pas hermétiquement isolées, et c'est le cas de la majorité des bâtiments anciens en France, surtout en zone rurale, offrent des dizaines de points d'accès de ce type. Quatrièmement, le matériau. Les chauves-souris apprécient de s'accrocher à des surfaces rugueuses où elles peuvent agripper leurs griffes. Les vieilles poutres en bois sont idéales, tout comme les briques apparentes. Même les panneaux de béton des immeubles modernes fonctionnent, étonnamment, car ils offrent une surface suffisamment rugueuse et des joints qui créent des interstices. Ce qui nous amène à un constat intéressant. Les chauves-souris ne font pas de différence entre une vieille maison de campagne et un immeuble collectif. Ce qui compte pour elles, c'est la fonctionnalité, pas l'esthétique. Les chiroptérologues français trouvent des colonies dans toutes sortes de bâtiments. Églises, châteaux, granges, maisons individuelles, mais aussi immeubles, écoles, bâtiments industriels.
On a ainsi documenté des colonies de noctules communes occupant les joints entre panneaux au 8e étage d'un grand ensemble de la banlieue parisienne. En Bourgogne, des colonies ont été observées dans d'anciennes caves à vin, et dans certaines régions minières, comme en Lorraine, les chauves-souris utilisent d'anciennes galeries souterraines. Le territoire français est, du point de vue des chauves-souris, remarquablement accueillant. Nous avons une mosaïque de forêts, de prairies, de plans d'eau et de zones habitées. Des milliers de vieux bâtiments à charpente-bois, des grottes dans le Périgord, en Ardèche, dans le Jura, d'anciennes galeries de mines qui s'étendent parfois sur des centaines de mètres sous terre, et un climat globalement tempéré, avec des étés assez chauds et des hivers rarement extrêmes. Tout cela fait de la France un territoire d'exception pour les chauves-souris, et c'est pourquoi on y recense environ 34 espèces, un chiffre considérable pour un pays de cette taille. Mais revenons à votre maison. La CFEPM, la Société française, pour l'étude et la protection des mammifères, via son groupe Chiroptère, mène de nombreuses expertises de bâtiments, et ses observations sont parfois surprenantes. Par exemple, les chauves-souris ne choisissent pas leur gîte au hasard. Une colonie revient au même endroit, année après année, génération après génération. On connaît des cas où une colonie de grands murins a occupé une église ou un château pendant plus de 100 ans, avéré. Les femelles reviennent à l'endroit où elles sont nées elles-mêmes, et y amènent leurs propres petits. Une véritable tradition se transmet ainsi, de mère en fille, sur des générations. Cela a une conséquence pratique importante. Quand quelqu'un détruit une colonie dans un bâtiment, volontairement ou par ignorance, ce n'est pas seulement un groupe d'animaux qui disparaît, c'est un lieu que les chauves-souris utilisaient peu, être depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et les chauves-souris ne retrouvent pas facilement un nouveau logement, les abris propices se raréfient. Les maisons modernes sont hermétiques, les vieux bâtiments se démolissent ou se rénovent, les grottes se ferment. Chaque colonie perdue est donc un coup dur pour la population. C'est précisément pour cela qu'il est essentiel de savoir quoi faire et quoi ne pas faire quand on découvre des chauves-souris chez soi. Mais on y arrive dans un instant. D'abord, il faut démonter quelques mythes qui empêchent encore beaucoup de Français de dormir tranquilles. Les mythes qui font peur. Parlons un peu de la peur. Beaucoup de gens ont peur des chauves-souris, et cette peur est profondément ancrée, nourrie par des générations de superstitions et de films d'horreur. Je ne veux me moquer de personne, mais je veux vous montrer ce qui, dans ces craintes, est justifié et ce qui relève de la pure fiction. Mythe numéro 1. La chauve-souris va s'emmêler dans mes cheveux. Un grand classique. Votre grand-mère vous l'a dit. Votre mère vous l'a dit. Et quand vous avez vu une chauve-souris voler près de votre tête un soir, votre cœur a fait un bond. Mais est-ce vrai? Non. Et l'explication est simple si l'on se souvient de l'écholocation. Une chauve-souris en vol scanne continuellement son environnement par le son. Elle sait exactement où se trouve votre tête, vos épaules, vos mains, avec une précision millimétrique. Elle ne s'emmêlera pas dans vos cheveux parce qu'elle vous voit, à dire, vous entend parfaitement. Pourquoi les chauves-souris volent-elles parfois près des têtes? Parce qu'autour des gens, en particulier autour de la tête et du haut du corps, un petit nuage d'insectes se forme souvent, attiré par le CO2 que nous expirons et par la chaleur de notre corps. La chauve-souris ne vole pas vers vous, elle vole vers vos insectes. Et comme c'est une excellente aviatrice, elle peut passer à quelques centimètres de votre tête, attraper un moustique et disparaître sans jamais vous toucher. Il existe des cas exceptionnels où une jeune chauve-souris inexpérimentée entre dans une pièce par une fenêtre ouverte. Désorientée, elle peut volter de façon incoordonnée sous le plafond. Mais même alors, elle ne s'emmêlera pas dans vos cheveux, elle cherche la sortie. Mythe numéro 2. Les chauves-souris sucent le sang. Ce mythe est probablement le plus tenace de tous, et on peut en remercier Bram Stoker et son Dracula, publié en 1897. L'association entre la chauve-souris et le vampire est si forte dans la culture populaire que beaucoup de gens la transposent automatiquement à la réalité. La réalité est la suivante. Il existe, dans le monde entier, exactement 3 espèces de chauves-souris hématophages, 3 sur 1400 espèces. Toutes les 3 vivent exclusivement en Amérique latine, au Mexique,
en Amérique centrale et en Amérique du Sud. En Europe, aucune chauve-souris vampire ne vit. En France, aucune chauve-souris vampire ne vit. Aucune espèce française ne s'intéresse à votre sang, même de loin. Et même ces 3 espèces latino-américaines sont moins effrayantes qu'on ne l'imagine. Le vampire commun, une petite chauve-souris d'environ 30 grammes, ne s'attaque pas aux humains. Il se nourrit du sang du bétail et de la volaille. Il se pose sur un animal endormi, fait une petite incision avec ses dents et lèche le sang qui s'écoule. Le repas dure environ 20 minutes pour une consommation d'environ 2 cuillères à soupe de sang. Mais revenons en France. Toutes nos espèces sont insectivores. Il n'y en a pas une seule qui s'intéresse au sang. Certains parents tropicaux sont frugivores, ils mangent des fruits, ou nectarivores, ils boivent le nectar des fleurs, participant ainsi à la pollinisation. Mais en France, c'est insecte, insecte, et encore insecte. Mythe numéro 3. Les chauves-souris transmettent la rage. Ici, on touche à un mythe qui, contrairement aux 2 précédents, a un fondement réel. Les chauves-souris peuvent effectivement être porteuses de virus de la famille des lissavirus. C'est un fait, et il serait irresponsable de le nier ou de le minimiser. Mais, et, c'est un grand mais, le contexte est essentiel. En France, la rage classique, celle transmise par les chiens et les renards, a été éradiquée. Ce que peuvent porter certaines chauves-souris, ce sont des virus distincts appelés lissavirus des chauves-souris européennes, EBLV, différents de la rage classique. Selon la SFEPM, seule une petite minorité d'espèces françaises 2 sur 34 a été identifiée comme porteuse potentielle. Le risque de transmission à l'homme est extrêmement faible. On compte, sur l'ensemble du continent européen et sur plusieurs décennies, seulement une poignée de cas documentés de transmission d'une chauve-souris à un être humain, quelques cas, sur un continent de plus de 700 millions d'habitants. Néanmoins, et c'est important, le risque n'est pas nul. D'où une règle simple, ne jamais prendre une chauve-souris à main nue. Si vous trouvez une chauve-souris, vivante ou morte, ne la touchez jamais sans gants. Une chauve-souris trouvée au sol est probablement malade ou blessée, et un animal affaibli peut mordre pour se défendre. Même si la probabilité de rage est infime, il n'y a aucune raison de prendre un risque inutile. Donc, pour résumer, oui, les chauves-souris peuvent en théorie être porteuses d'un virus apparenté à la rage. Non, ce n'est pas une raison de paniquer. Il suffit de respecter une règle de base, ne jamais les toucher à main nue, et le risque devient pratiquement nul. Mythe numéro 4. Les chauves-souris sont sales et propagent des maladies. Ce mythe s'est renforcé après la pandémie de Covid-19. Oui, certaines chauves-souris tropicales sont des hôtes naturels de nombreux virus, y compris des coronavirus. Mais les chauves-souris françaises sont des insectivores vivant en climat tempéré et n'ont aucun lien connu avec des virus menaçant la santé humaine. Les situations problématiques surviennent dans les régions tropicales où les humains sont en contact étroit avec d'immenses populations de chauves-souris, souvent dans des grottes ou au contact d'animaux sauvages. En France, cette situation ne se présente pas. Concernant le guano, les excréments, il peut effectivement poser problème dans des espaces confinés où il s'accumule pendant longtemps. Dans des cas extrêmes, la poussière de guano peut contenir des spores de champignons responsables de maladies pulmonaires, comme l'histoplasmose, mais cela suppose une exposition prolongée à de grandes quantités de guano en milieu clos. Une colonie ordinaire dans le grenier d'une maison ne représente aucun risque sanitaire, selon la SFEPM. Et encore une chose, les chauves-souris sont en réalité des animaux très soigneux. Elles se lissent régulièrement le pelage, entretiennent leurs ailes, se toilettent mutuellement au sein de la colonie, un comportement social important. L'image de la chauve-souris sale est très éloignée de la réalité. Mythe numéro 5. Les chauves-souris sont agressives et attaquent les gens. Les chauves-souris sont des animaux craintifs et non conflictuels. Leur première et unique réaction face à un être humain est la fuite. Si vous laissez une chauve-souris tranquille, elle vous laissera tranquille. La seule situation où une chauve-souris peut se défendre, c'est si on la prend dans la main, une réaction naturelle de tout animal qui se sent menacé. Mais attaquer activement un humain, ça, une chauve-souris ne le fait pas. Elle n'en a ni la raison ni la motivation.
Alors la prochaine fois qu'un voisin vous dira que les chauves-souris sont dangereuses, vous saurez quoi répondre, non pas parce que vous ne le croyez pas, mais parce que vous connaissez les faits. Comment vivent les chauves-souris? La vie sociale sous les toits. Passons maintenant à quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. La vie sociale des chauves-souris. Elles ne sont pas solitaires. Ce sont des animaux hautement sociaux, aux relations complexes, et oui, avec quelque chose qu'on pourrait presque appeler de l'amitié. Les colonies de maternité, dont j'ai déjà parlé, sont des structures sociales fascinantes. Au printemps, les femelles se rassemblent dans des gîtes chauds et forment des groupes pouvant compter de 10 à plusieurs centaines d'individus, parfois des milliers, chez certaines espèces. Les mâles n'en font pas partie. Ils vivent seuls ou en petits groupes, ailleurs. Dans une colonie de maternité règne une intense vie sociale. Les femelles se toilettent mutuellement, se reposent les unes contre les autres, communiquent par signaux vocaux. Quand un petit naît, la plupart des espèces françaises n'en ont qu'un par an. Rarement deux, la mère le porte sur elle et l'allaite. Le petit s'accroche au pelage de sa mère et reste avec elle même en vol, tant qu'il n'est pas trop lourd. Ensuite, la mère le laisse dans la colonie pendant qu'elle part chasser et le retrouve à son retour parmi des dizaines ou des centaines d'autres petits en le reconnaissant à la voix et à l'odeur. Et voici quelque chose de remarquable. Des recherches ont montré que certaines femelles allaitent les petits d'autres femelles. C'est ce qu'on appelle les soins alloparentaux, un comportement plutôt rare dans le règne animal qui témoigne d'un niveau élevé de coopération sociale. Plus remarquable encore, un comportement documenté chez le vampire commun sud-américain, avec des analogies chez certaines espèces européennes. Après la chasse, les individus qui ont réussi partagent leur repas avec ceux qui n'ont rien attrapé. Et surtout, les chauves-souris se souviennent de qui les a aidés et aident en priorité, à l'avenir, ceux qui les ont aidés elles-mêmes. C'est de l'altruisme réciproque, une entraide qui fonctionne sur le principe « je t'aide aujourd'hui, tu m'aideras demain ». Ce comportement montre que les chauves-souris entretiennent des relations individuelles, s'en souviennent et agissent en fonction d'expériences passées. Ce sont des capacités cognitives qu'on aurait, il y a quelques décennies encore, réservées aux primates et à quelques autres espèces jugées intelligentes. Et ce n'est pas tout. Les chauves-souris communiquent énormément. Outre les signaux d'écholocation, qui servent avant tout à la navigation et à la chasse, elles émettent toute une palette de sons sociaux, ultrasonores et audibles. Mère et petit se répondent par des cris spécifiques. Chaque duo a sa propre signature qui leur permet de se retrouver dans la foule. Les mâles de certaines espèces chantent pour attirer les femelles. C'est le cas par exemple de la sérotine bicolore, dont les mâles produisent un chant complexe depuis un poste bien choisi, souvent une cavité d'arbre ou une fissure de bâtiment, pendant les nuits d'été. Des recherches récentes menées en Israël ont par ailleurs montré que la communication vocale des chauves-souris est beaucoup plus riche qu'on ne le pensait. En analysant, grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, des milliers d'enregistrements sonores d'une colonie, les chercheurs ont découvert que les chauves-souris disposent de sons spécifiques pour des situations précises. Un son pour « ne te mets pas si près de moi », un son pour « c'est ma nourriture », un son pour « c'est ma place ». Et surtout, ils ont constaté que les chauves-souris s'adressent à des individus précis. Leur communication n'est donc pas un cri général adressé à toute la colonie, mais une véritable interaction ciblée entre individus. Est-ce que les chauves-souris ont un langage? C'est un mot fort, et la plupart des scientifiques ne l'emploieraient pas encore. Mais elles ont, à coup sûr, un système de communication complexe, bien plus sophistiqué qu'on ne l'attendrait d'un animal que la plupart des gens considèrent comme une simple souris ailée, un peu stupide. L'hibernation, un équilibre au bord de la mort. Nous sommes en octobre. Les jours raccourcissent, les nuits se rafraîchissent, les insectes se font rares. Pour les chauves-souris, c'est le moment clé de l'année, la préparation à l'hibernation. L'hibernation des chauves-souris est l'un des exemples les plus extrêmes de ce phénomène dans tout le règne animal. Ce n'est pas simplement un long sommeil. C'est un état à la frontière entre la vie et la mort, dans lequel une chauve-souris passe 5 à 7 mois de l'année. Pendant l'hibernation, la chauve-souris réduit son métabolisme au minimum.
Son rythme cardiaque chute de plusieurs centaines de battements par minute à seulement 10 à 20. Sa fréquence respiratoire tombe à une inspiration par heure, voire moins. Sa température corporelle passe de 3,740 degrés Celsius à celle de son environnement entre 5 et 10 degrés Celsius, parfois moins. Une chauve-souris en hibernation est froide au toucher. Elle ne bouge pas, ne réagit pas, semble morte. Mais elle ne l'est pas. Son organisme fonctionne au régime minimum, juste assez pour maintenir les fonctions vitales de base. Pourquoi ce comportement? La réponse est simple, l'énergie. En hiver, sous nos latitudes, il n'y a pratiquement plus d'insectes volants. La chauve-souris n'a rien à manger. Et comme le vol est une activité énergétiquement très coûteuse, elle ne peut pas se permettre de voler sans source de nourriture. La seule solution est d'arrêter le moteur et d'attendre le printemps. Mais l'hibernation n'est pas sans risque. Chaque réveil coûte à la chauve-souris une quantité d'énergie considérable, l'équivalent, environ, de ce qu'elle dépenserait en 2 ou 3 semaines d'hibernation tranquille. C'est pourquoi il est vital, pour les chauves-souris, de ne pas être dérangées l'hiver. Chaque dérangement par un humain, un prédateur, une variation de température signifie un réveil forcé, une perte d'énergie précieuse et un risque accru de ne pas survivre à l'hiver. C'est exactement pour cette raison que les gîtes d'hivernage, appelés hibernacles, sont strictement protégés. En France, les hibernacles les plus importants sont les grottes du Périgord, du Jura ou d'Ardèche, mais aussi d'anciennes galeries de mines, des caves, des tunnels et d'autres cavités souterraines. Certains d'entre eux sont fermés ou soumis à un accès restreint pendant l'hiver, justement pour protéger les colonies en hibernation. Le choix du gîte hivernal est crucial pour la chauve-souris. Elle a besoin d'un lieu à température constante, idéalement entre 3 et 9 degrés Celsius et à forte humidité, pour éviter que ses membranes ne se dessèchent. Les grottes et cavités souterraines remplissent naturellement ces conditions. Mais certaines espèces, comme la noctule commune, hibernent dans des interstices de bâtiments ou des cavités d'arbres où les conditions sont moins stables et plus risquées. Au printemps, quand les températures remontent et que les insectes réapparaissent, les chauves-souris se réveillent. Le processus de réveil dure entre 30 minutes et 1 heure. La chauve-souris se remet à trembler, son rythme cardiaque augmente progressivement, son corps se réchauffe. C'est comme redémarrer un moteur froid. Et une fois pleinement réveillée, elle s'envole dans la première nuit printanière, amaigrie, affamée, prête à chasser. D'ailleurs, savez-vous combien de temps vivent les chauves-souris? Compte tenu de leur taille, incroyablement longtemps. La plupart des mammifères de taille comparable souris, musaraignes vivent 1 à 2 ans. Les chauves-souris vivent couramment 10, 20, parfois 30 ans. Le record est détenu par un murin de Brandt, chez lequel on a documenté un âge de 41 ans. 41 ans pour un animal de 7 grammes. C'est comme si une souris vivait 300 ans. Les scientifiques pensent que l'hibernation elle-même, cette mise en veille régulière du métabolisme, est l'une des clés de cette longévité exceptionnelle. Quand on dort pendant 6 mois, on s'use plus lentement. La reproduction? Une stratégie qui surprend. Les stratégies de reproduction des chauves-souris comportent plusieurs éléments uniques dans le monde des mammifères. La plupart des espèces françaises s'accouplent à l'automne, en septembre et octobre, juste avant l'entrée en hibernation. Mais voici la partie surprenante. Les femelles conservent les spermatozoïdes dans leur appareil reproducteur pendant toute la durée de l'hibernation. La fécondation de l'ovule n'a lieu qu'au printemps, après le réveil. Entre l'accouplement et la fécondation, il peut donc s'écouler 5 à 6 mois. Ce phénomène s'appelle la fécondation différée et il est extrêmement rare chez les mammifères. Pourquoi les chauves-souris procèdent-elles ainsi? Parce que c'est optimal du point de vue du calendrier. S'accoupler à l'automne est avantageux. Les chauves-souris sont encore actives, en bonne condition, et se rassemblent sur des sites de rassemblement automnaux où mâles et femelles se rencontrent. Mais mettre bas en automne serait catastrophique. Le petit n'aurait pas le temps de grandir avant l'hiver. La femelle attend donc le printemps pour féconder, afin que le petit ait tout l'été pour grandir et se préparer à son premier hiver. Les petits naissent généralement en juin 1, rarement 2. Ils sont aveugles, nus et totalement dépendants de leur mère. Mais ils grandissent vite.
En 6 à 8 semaines, ils apprennent à voler et commencent à chasser seuls. Avant l'arrivée de l'hiver, ils doivent être totalement autonomes et avoir accumulé suffisamment de réserves de graisse pour hiberner. C'est une course contre la montre, et tous ne la gagnent pas. Le taux de mortalité des jeunes lors de leur première année de vie est élevé, estimé entre 30 et 50%. Que faire si vous trouvez des chauves-souris chez vous? Revenons à l'aspect pratique. Disons que, comme la famille Lefort, vous montez dans vos combles et y trouvez une colonie de chauves-souris. Que faire? Premièrement, pas de panique. Les chauves-souris ne vous feront aucun mal, elles ne mordent pas, n'attaquent pas, ne volent pas vers vous. Elles sont là parce que c'est un bon abri pour elles, et votre présence, au contraire, leur est désagréable et stressante. Deuxièmement, ne les touchez pas, ni par curiosité, ni par compassion, ni pour les faire sortir, jamais à main nue. Si vous devez manipuler une chauve-souris, par exemple, si l'une d'elles s'égare dans une pièce, utilisez des gants épais et déplacez-la délicatement vers une fenêtre. Troisièmement, et c'est le point clé, contactez des spécialistes. En France, plusieurs organismes peuvent vous conseiller et vous aider. La SFEPM, via son groupe Chiroptère, dispose d'un réseau de correspondants régionaux et d'informations en ligne. Les directions départementales des territoires, DDT, les directions régionales de l'environnement, DREL, ou les ligues de protection des oiseaux, LPO, locales, ont l'habitude de traiter ce type de situation. Et des centres de sauvegarde de la faune sauvage, présents dans toute la France, accueillent les chauves-souris blessées ou trouvées au sol. Et maintenant, l'information la plus importante. Toutes les chauves-souris sont protégées par la loi en France. Les 34 espèces présentes sur le territoire métropolitain sont classées comme espèces protégées au titre de l'article L. 411-1 du Code de l'environnement, une protection en vigueur depuis 1976. Cela signifie qu'il est interdit de capturer, blesser ou tuer une chauve-souris. Il est interdit de détruire leur gîte et il est interdit de les perturber, en particulier pendant la reproduction et l'hibernation. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Si vous envisagez des travaux de rénovation dans un bâtiment abritant une colonie de chauves-souris, vous devez agir en conformité avec la loi, ce qui suppose généralement de consulter la DDT ou un bureau d'études spécialisé en écologie et de planifier les travaux pour que les chauves-souris ne soient pas mises en danger. Par exemple, l'isolation des façades, l'une des rénovations les plus courantes, peut être fatale pour les chauves-souris si elle est réalisée pendant qu'elles occupent encore leur abri. Les fentes par lesquelles elles entrent se retrouvent murées, et les chauves-souris meurent piégées à l'intérieur. C'est pourquoi, dans les zones où des chauves-souris sont présentes, ce type de travaux se planifie de préférence à la fin de l'automne, quand elles sont absentes, et en prévoyant des gîtes de substitution, par exemple des nichoirs spécifiques. Le non-respect de cette réglementation est un délit puni par l'article L. 415-3 du Code de l'environnement, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Ce n'est pas symbolique. Mais la loi ne se résume pas aux sanctions, elle ouvre aussi des possibilités positives. Si des chauves-souris vivent chez vous et que vous souhaitez les aider, vous pouvez installer des nichoirs à chauves-souris, des caissons en bois ou en béton qui leur offrent un abri. Vous pouvez laisser une partie de la toiture ou de la façade non isolée pour leur servir d'entrée. Vous pouvez planter, dans votre jardin, des arbustes qui attirent les insectes nocturnes et donc les chauves-souris. Des chiroptérologues et bénévoles, partout en France, aident les particuliers à gérer des situations concrètes. L'une des plus belles histoires que j'ai entendues en préparant cet épisode concerne une dame de Bordeaux qui avait appelé un centre de sauvegarde parce qu'elle avait trouvé, dans sa cave, une chauve-souris en hibernation. Le technicien du centre est venu, a regardé l'animal et lui a dit « Elle va bien. Laissez-la là, elle se réveillera au printemps et repartira toute seule. » La dame l'a fait, et au printemps, la chauve-souris avait effectivement disparu. Mais l'hiver suivant, elle est revenue et la dame lui a laissé, depuis, une petite fenêtre entr'ouverte dans la cave. Aujourd'hui, elle hiberne là chaque année et la dame dit que c'est sa chauve-souris.
Voilà à quoi ressemble concrètement la cohabitation avec les chauves-souris. Aucun drame, aucun danger, juste un petit ajustement et un peu de tolérance, et tout le monde y trouve sa place. Menace. Pourquoi les chauves-souris disparaissent? Malgré la protection légale, les populations de chauves-souris ne se portent pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer, en France comme ailleurs dans le monde. Plusieurs facteurs contribuent à ce déclin, et tous ne sont pas faciles à résoudre. Premier problème, sans doute le plus grave, la perte des gîtes. Les constructions modernes sont conçues pour être le mieux isolées et étanches possible. C'est évidemment une bonne chose du point de vue de l'efficacité énergétique, mais cela signifie moins d'endroits où vivre pour les chauves-souris. La rénovation des vieux bâtiments, l'isolation des façades, la réfection des toitures, tout cela supprime les fentes et cavités que les chauves-souris utilisaient, et les bâtiments neufs, eux, n'en offrent aucune. Un problème similaire touche la disparition des vieux arbres. Les chauves-souris forestières ont besoin d'arbres à cavité de vieux arbres en train de mourir ou morts, qui n'ont souvent pas leur place dans une sylviculture intensive. La gestion forestière qui privilégie des arbres sains et droits prive les chauves-souris de leurs abris naturels. Deuxième problème, les pesticides. Les chauves-souris insectivores dépendent directement des populations d'insectes. Les insecticides réduisent la quantité d'insectes disponibles, donc leur nourriture. Et ce n'est pas tout. Les pesticides peuvent s'accumuler dans le corps des insectes et une chauve-souris qui consomme une proie contaminée absorbe le poison à son tour. Dans les années 1970 à 1980, certaines populations européennes de chauves-souris ont été gravement touchées par des pesticides organochlorés comme le DDT, aujourd'hui interdit, mais de nouvelles générations de pesticides, comme les néonicotinoïdes, représentent de nouveaux risques. Troisième problème, la pollution lumineuse. Les chauves-souris sont des animaux nocturnes adaptés à l'obscurité. L'éclairage artificiel lampadaire, projecteurs, façades illuminées modifie l'environnement nocturne d'une façon qui affecte négativement certaines espèces. Certaines évitent les zones éclairées, ce qui réduit leur territoire de chasse. D'autres, au contraire, sont attirés par la lumière, car les insectes s'y concentrent, mais cela peut aussi les rendre plus vulnérables aux prédateurs. Quatrième problème, et le plus récent, les éoliennes. Les pales des éoliennes représentent un danger mortel pour les chauves-souris, pas seulement par collision directe. Elles peuvent aussi mourir de barotraumatisme. Une brusque variation de pression à proximité des pales en mouvement peut léser leurs poumons. En Europe et en Amérique du Nord, des centaines de milliers de chauves-souris meurent chaque année dans des parcs éoliens. Des solutions existent, par exemple, arrêter les turbines pendant les périodes de forte activité nocturne des chauves-souris et par vent faible, mais elles ne sont pas systématiquement appliquées. Cinquièmement, le syndrome du museau blanc. Cette maladie fongique, causée par le champignon Pseudogymnoascus destructant, a tué des millions de chauves-souris en Amérique du Nord depuis 2006, menaçant certaines espèces d'extinction. En Europe, la situation est paradoxalement moins grave. Le champignon serait originaire du continent, et les chauves-souris européennes y auraient développé une certaine résistance. Mais la maladie reste surveillée, et les scientifiques suivent de près l'évolution de son impact. Les chauves-souris et la culture, de la peur à l'admiration. Dans la tradition occidentale, les chauves-souris sont presque systématiquement associées à l'obscurité, au mal et au surnaturel vampire, sorcières, créatures de la nuit. Mais dans d'autres cultures, c'est tout différent. Dans la tradition chinoise, la chauve-souris est un symbole de chance. Le mot chinois pour chauve-souris, fu, se prononce comme le mot signifiant bonheur. 5 chauves-souris représentées ensemble symbolisent les 5 bénédictions: longévité, richesse, santé, vertu et mort naturelle. En France aussi, la tradition populaire n'a pas toujours été aussi sombre que dans l'imaginaire victorien anglais. Pour beaucoup de campagnes françaises, la chauve-souris faisait simplement partie du paysage du soir, au même titre que la chouette, le hérisson ou le renard. Aujourd'hui, les mentalités évoluent doucement. L'éducation à l'environnement, des événements comme la Nuit internationale de la chauve-souris, organisée chaque année fin août dans toute la France,
contribue à ce que le public perçoive de plus en plus les chauves-souris comme des animaux fascinants et utiles. Mais le chemin vers une compréhension véritable est encore long. Les chauves-souris et la science, qu'apprend-on d'elles? Les chauves-souris ne sont pas seulement un objet de protection, elles sont aussi une source d'inspiration pour la science et la technologie. Des ingénieurs étudient la structure de leur aile, sa souplesse, son aérodynamisme, sa capacité à changer de forme en vol pour tenter d'appliquer ces principes à la conception de drones. Imaginez un drone capable de se faufiler par une ouverture dans un mur et de se poser au plafond, tête en bas. C'est un rêve que les chauves-souris vivent chaque jour. En médecine, les chauves-souris font l'objet de recherches intenses. Leur système immunitaire leur permet d'héberger des virus qui tueraient d'autres mammifères sans qu'elles-mêmes tombent malades. Comprendre comment elles y parviennent pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements antiviraux. Et il y a leur longévité extraordinaire, ainsi que leur capacité à régénérer leurs membranes de vol 2 pistes qui intéressent également la recherche médicale humaine. Quelques espèces remarquables de France. Le grand murin est l'espèce emblématique de la chiroptérologie française. Avec une envergure pouvant atteindre 38 cm et un poids d'environ 30 grammes, c'est la plus imposante de nos espèces. Il occupe les combles d'églises, de châteaux et de vieux bâtiments, où il forme de grandes colonies de maternité. C'est un animal impressionnant. Vu de près, sa taille surprend toujours ceux qui imaginent une chauve-souris comme une petite créature fragile. Le petit rhinolophe attire immédiatement l'attention par son nez. Il possède une structure cutanée complexe autour des narines, appelée feuille nasale, qui sert à diriger ses signaux d'écholocation, car les rhinolophes, contrairement à la plupart des chauves-souris, n'émettent pas leurs impulsions par la bouche mais par le nez. La feuille nasale fonctionne comme une petite antenne parabolique qui concentre et oriente le son. C'est aussi une espèce indicatrice. Sa présence témoigne d'un environnement globalement préservé. La sérotine bicolore compte parmi nos plus belles espèces. Un pelage sombre, marqué d'une bande jaune-brun, caractéristique sur les épaules, et des ailes longues et étroites. C'est une espèce migratrice qui quitte l'automne venu ses sites d'été du nord et du centre de l'Europe pour rejoindre des zones d'hivernage plus au sud. Certaines populations parcourent des distances de plus de 1500 km, une performance stupéfiante pour un animal aussi petit. La pipistrelle commune est la chauve-souris la plus répandue en France, probablement celle que vous verrez voler au-dessus de votre jardin. Petite, pesant environ 5 grammes, elle est très adaptable et vit dans les bâtiments, les arbres, les nichoirs. Fait intéressant, en milieu urbain, les pipistrelles ajustent la fréquence de leurs signaux d'écholocation pour compenser le bruit de la circulation. En clair, elles crient plus fort en ville bruyante, un peu comme nous élevons la voix dans un restaurant animé. La noctule commune est notre grande voyageuse. Cette espèce de taille moyenne, au pelage roux caractéristique, effectue l'une des plus longues migrations connues chez les chauves-souris européennes. Des individus bagués dans le nord de l'Europe ont été retrouvés en Espagne ou en Italie, à plus de 2000 km de distance. Comment un animal aussi petit s'oriente-t-il sur une distance pareille? Le mécanisme exact reste encore mal compris. Comment aider les chauves-souris? Petit guide pratique, que pouvez-vous faire concrètement en tant que propriétaire, jardinier ou simple citoyen pour les chauves-souris? Si vous avez des chauves-souris chez vous et qu'elles ne causent aucun problème, ce qui est le cas dans la grande majorité des situations, laissez-les tranquilles. Elles sont protégées par la loi, mais surtout, elles sont utiles. Vous pouvez installer des nichoirs à chauves-souris, de simples caissons en bois ou en béton, fixés sur une façade ou un arbre. Des guides de construction et de pose sont disponibles sur le site de la SFEPEM. L'emplacement idéal se trouve côté sud du bâtiment, à au moins 3 mètres de hauteur, hors de portée des chats. Adaptez votre jardin. Plantez des arbustes qui attirent les insectes nocturnes. Laissez une partie du jardin à l'état sauvage. Limitez la pollution lumineuse en n'éclairant pas inutilement et en utilisant des luminaires directionnels. Si vous prévoyez des travaux en particulier, une isolation de façade ou une réfection de toiture, faites vérifier au préalable la présence éventuelle de chauves-souris. Il suffit de contacter la SFEP et PM ou la DDT de votre département. Et surtout,
parlez des chauves-souris. Racontez à vos voisins, à vos enfants, ce que vous avez appris aujourd'hui. Chaque personne qui cesse d'avoir peur des chauves-souris est une petite victoire pour leur protection. Retour à l'histoire. La famille qui a fait son choix. Vous vous souvenez de la famille Lefort, de Sainte-Colombe, de Léo, qui avait découvert la colonie dans le grenier 50 à 60 Grand Murin, vivant là depuis au moins 15 ans. Après le choc initial, ils ont appelé un centre de sauvegarde. Un chiroptérologue est venu, un jeune homme muni d'un détecteur à ultrasons, avec un enthousiasme communicatif pour les chauves-souris. Il a observé la colonie, compté les individus, expliqué à la famille de quelle espèce il s'agissait et pourquoi elle avait choisi précisément leur maison. Puis il a demandé « Est-ce que ça vous dérange ?» Monsieur Lefort a réfléchi un instant. Les chauves-souris vivaient là depuis 15 ans. Pendant tout ce temps, il ne s'était rien passé de fâcheux. Aucune morsure, aucune maladie, aucun dégât sur la maison. La seule trace, c'était le guano dans le grenier, et ça se nettoie facilement. Et d'ailleurs, leur jardin avait toujours été étonnamment épargné par les moustiques. Les voisins s'en étonnaient. Maintenant, ils savaient pourquoi. « Non », a répondu monsieur Lefort. « Ça ne nous dérange pas. » Le chiroptérologue leur a conseillé de poser une vieille bâche sous la colonie pour récupérer le guano et d'éviter d'allumer la lumière ou de faire du bruit dans le grenier. Puis il est reparti, en promettant de revenir faire un contrôle l'année suivante. Les Lefort vivent aujourd'hui avec leurs chauves-souris depuis 4 ans, en connaissance de cause, et bien plus longtemps sans le savoir. Léo, qui en avait peur au début, s'y est habitué. Il lui arrive, l'été, de s'asseoir dans le jardin en soirée pour les regarder sortir, une, par la fente sous la corniche comme de minuscules chasseurs décollant d'un porte-avions. La dernière fois, il en a compté 72. « Ce sont nos locataires, » dit madame Lefort. « Sauf qu'ils ne paient pas de loyer, mais on n'a plus de moustiques, alors ça s'équilibre. Et c'est bien là toute la question. Nous vivons aux côtés des chauves-souris depuis des millénaires. De tout temps, elles ont occupé nos grottes, nos arbres, et quand nous avons commencé à construire des maisons, elles s'y sont installées à leur tour. Non pas parce qu'elles avaient besoin de nous, mais parce que nous leur offrions ce qu'elles cherchaient, de la chaleur, de la sécurité, la proximité de leur territoire de chasse. Et en retour, elles nous offrent un service que nous ne remarquons presque jamais, une protection nocturne contre les insectes, silencieuse, fiable et gratuite. Nous avons cessé de les remarquer. Nous avons cessé de les voir parce que nous vivons dans un monde de lumière artificielle, de fenêtres fermées et de climatisation. Mais elles sont toujours là, au-dessus de nos têtes, derrière nos façades, dans les fentes de nos maisons. Un voisin discret, invisible, indispensable. Alors, ce soir, regarderez-vous par la fenêtre 20 minutes après le coucher du soleil. Essayez, verrez-vous une ombre passer entre les arbres saccadés, rapide, imprévisible, et vous saurez ce que c'est. Et vous saurez que c'est une bonne chose parce que c'est une créature qui sait voler dans le noir, voir avec le son, et manger des centaines de moustiques par nuit. Le seul mammifère au monde qui s'est élevé dans le ciel et qui vit juste chez vous,